Chers frères et sœurs en Isaïa, bonjour et bonsoir. Bonjour et bonsoir à tous nos frères de par le monde à travers l'Asie, l'Océanie, l'Europe, notre mère Katiopa, Kemet et nos Amériques, notamment nos Antilles, Caraïbes, Haïti, chérie. Bonjour, bonsoir, tribu Lévi. C'est avec un réel plaisir que nous nous retrouvons pour ce nouveau numéro. Et nous avons prévu de parler de Code Noir, le vrai visage de l'homme blanc. Mais ça devrait être pour nous un autre numéro bien juste après. Et dans la continuité du numéro précédent, aujourd'hui nous allons parler plutôt de... Nous allons toujours considérer ce thème, mais nous allons plutôt parler de l'arrivée des Français sur l'île d'Haïti. Et de là, on peut mettre le code noir, si on veut, et le vrai visage du christianisme, qui sera un autre numéro, comme je viens de l'annoncer. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est que nous allons parler de l'arrivée des barbares français sur notre île Haïti. Nous avons vu l'installation des Espagnols avec Christophe Colomb et tout son équipage et la suite. Et par la suite, on avait vu l'extermination des Amérindiens. De ce fait, ils ont envoyé chercher en Afrique nos frères qui, pour la première fois, ont foulé le sol d'Haïti en 1503. Nous avons vu ça dans l'histoire d'Haïti. Ils ont été arrachés de leur terre, ils ont été arrachés de leur famille, de leurs parents, éloignés de leur famille, de leurs parents. Des marchands européens les ont arrachés, les transportaient sur des bateaux qu'on appelle négriers. Comme a dit Deutéronome 28, verset 64, on les a mis sur des bateaux, les transportés dans les Amériques où ils étaient vendus et il n'y avait personne pour les acheter. Voilà pourquoi ils ont parlé de ce qu'on appelle le Black Friday, qui était une liquidation de nos frères qui étaient en vente tout nus, tout humiliés, tout... bon, je sais quoi dire encore. Donc, et voilà, après que Charles Quint il fait venir plus de 15 000 autres noirs africains vers les années 1518. Maintenant, nous avons vu que il va commencer par avoir de très grandes batailles parce que on était, à cause de notre désobéissance, on était considérés comme des cadavres. Ça, c'est fort. À cause de notre désobéissance, on était déjà morts. On était considérés comme des cadavres. Mais rappelez-vous ce que la parole a dit. Là où est le cadavre, les vautours s'assemblent. Oui. Voilà pourquoi étant considérés comme des cadavres à cause de notre désobéissance à la parole, les vautours, les Européens, les vautours, l'homme blanc, les vautours, les soi-disant civilisés d'aujourd'hui, les soi-disant hommes sages, savants du siècle des Lumières, les vautours s'assemblent. Anglais, français, espagnols, hollandais, autres. Voilà pourquoi maintenant, dans la partie ouest de l'île d'Haïti, dépourvue de minerais, a été vite négligée par les colons espagnols qui la laissent vide. Donc des boucaniers français s'y installent, malgré plusieurs expéditions militaires espagnoles. Au XVIIe siècle, sous l'autorité du cardinal de Richelieu, l'installation française s'institutionnalise. L'île de la Tortue au nord-ouest d'Haïti devient le siège de la flibuste à partir de 1623. Vous savez que les Français étaient déjà, même au Québec, en 1608. Donc, ces aventuriers gagnent peu à peu la grande terre. Des Anglais, des Espagnols, des criminels en fuite. Vous voyez, des criminels en fuite ou des Européens à la recherche d'une fortune rapide. Les vautours, tous se font la guerre pendant près de 30 ans sur cette île au nord d'Haïti, à savoir l'île La Tortue.
En 1657, en 1659, les boucaniers français l'emportent. Ils ont gagné par rapport à leurs frères barbares, les Anglais, les Espagnols ou autres. Ils cultivent la terre avec du sucre, du cacao, indigo, coton. Mais manquant de capitaux, ils font une razzia sur l'île voisine de la Jamaïque et ramènent avec eux de l'argent et 2000 nerfs. 2000 nerfs. Donc les premiers nègres que la France a amenés sur l'île, ça venait de la Jamaïque. En 1695, le traité de Ryswick conclu entre la France et l'Espagne garantit à la France la possession de la partie occidentale de l'île. Ça veut dire ce qu'on appelle de nos jours la République d'Haïti. Des engagés ou des nègres faisaient le travail, notamment la culture du café, à partir de 1734. Mais les engagés ne supportent pas le climat, aussi bien que les esclaves noirs, et petit à petit, ce sont ces derniers qui sont drainés par millions vers Saint-Domingue. Le code noir. Voilà là où nous avons parlé du code noir, le vrai visage de l'homme blanc. Le code noir de Louis XIV, édité en 1685, contient des droits et des devoirs des esclaves et du maître. Les planteurs et colons français ont donc en théorie des droits envers les esclaves. En théorie. Mais dans la réalité, ils leur font subir les pires atrocités, les considérant même comme de simples choses, comme des biens meubles, comme des animaux. Dans la pensée des planteurs de Saint-Domingue, les nègres sont injustes, cruels, barbares, à demi-humains, traîtres, hypocrites, voleurs, ignobles, vaniteux, paresseux, sales, sans vergogne, jaloux jusqu'à la furie et lâches. Voilà des barbares qui sont en train d'exterminer des gens, d'oppresser des gens, d'opprimer les gens, d'exterminer des gens. Et puis voilà comment ils considèrent ces gens-là. Mais finalement, qu'est-ce que l'homme blanc a à la tête? C'est quoi cette matière grise? Est-ce que la matière grise que nous avons, est-ce que c'est la même matière qu'ils ont à la tête? Écoutez ceci. Comment des oppresseurs, des exterminateurs traitent leurs victimes de injustes. En quoi les nègres étaient injustes par rapport aux blancs? Cruels. Est-ce que ce sont les nègres qui exterminaient les blancs? Barbares, à demi-humains. Est-ce que ce système d'extermination, de barbarie, c'était nous qui les imposaient? Traîtres. Comment traîtres? Quelle alliance? Est-ce qu'on était leurs amis pour qu'on puisse devenir des traîtres? Hypocrites. Hypocrites. Dans quoi on est hypocrite? Est-ce qu'on les a menti? Est-ce qu'on est... Voleurs. Écoutez. Vous entrez sur la terre des gens, les exterminer, prendre leurs biens et maintenant c'est eux qui sont les voleurs. Bon, finalement, par reçu, qui travaillait, qui enrichissait l'Europe, n'est-ce pas les nègres, les Amérindiens, maintenant ils sont des paresseux. Finalement, je me demande, qu'est-ce que l'homme blanc a à la tête? C'est quoi cette matière qu'ils ont? Nous avons la matière grise. Mais je pense qu'ils ont l'autre matière, eux. Parce que c'est anormal. Pour l'élite et l'administration coloniale, vous voyez, pour les planteurs qui étaient à Saint-Domingue même, mais pour l'élite de l'administration coloniale, le salut, voilà comment la perception pour les blancs. Le salut des blancs exige que les nègres restent dans la plus profonde ignorance.
Voilà pourquoi c'est avec le christianisme, la religion, pour pouvoir nous garder dans l'ignorance par rapport à notre identité, par rapport à la vérité. Il faut traiter les nègres comme on traite les bêtes. C'est là, je vous ai dit, le code noir, le vrai visage de l'homme blanc. Voici les Français maintenant qui vous parlent des droits de l'homme. Liberté, égalité, fraternité, qui n'est autre qu'un slogan franc-maçonnique. Nous, on va pas avoir cela. De ce fait, rappelez-vous, les Amérindiens survivants et noirs ne manquent pas de se révolter par rapport à cette barbarie occidentale. D'abord, c'est ainsi qu'un cacique c'est un chef indien du nom de Henry, ce qu'on appelle le cacique Henry, se réfugie dans les montagnes et parvient à maintenir son indépendance pendant 13 ans. C'est le tout début de ce qu'on appelle le marronnage, que nous allons voir avec vous. Nous disons, les Amérindiens survivants et noirs ne manquent pas de se révolter. D'abord, c'est ainsi qu'un cacique, à savoir le cacique Henry, se réfugie dans les montagnes et parvient à maintenir son indépendance pendant 13 ans. C'est le début du marronnage. Mais pourquoi maintenant le fait d'aller se réfugier dans les montagnes, le fait d'aller loin de la barbarie de l'homme blanc, ils appellent ça du marronnage? Nous allons voir d'où vient ce thème. Le marronnage était le nom donné à la fuite d'un esclave hors de la propriété de son maître en Amérique, aux Antilles ou dans les Mascareignes à l'époque coloniale. Le fuyard lui-même avait été appelé marron ou nègre marron, ou nerf marron ou nègre marron, voire cimarron. Voilà, c'est à partir de ce mot-là, on va trouver l'origine du mot, le sens pourquoi il nous appelle marron, nègre marron. Cimarron, d'après le terme espagnol d'origine. C'est ça le terme d'espagnol d'origine pour marronnage, c'est cimarron. Mais d'où est-ce qu'ils ont tiré ce mot? Étymologiquement, le terme de cimarron vient de l'espagnol. Ça veut dire vivant sur les cimes. Cima en espagnol qui signifie cime, qui apparaît dès la conquête de l'île d'Haïti. C'est un mot emprunté aux Arawaks, les habitants, les indigènes, et qui désigne des animaux qui, de domestiques, retournent à l'état sauvage comme le cochon. Voilà pourquoi nous allons voir plus tard le mythe du cochon de ce que les Blancs appellent la cérémonie du bois caïman. C'est parce que c'est depuis avec ce concept commence depuis avec le thème marronnage qu'on dit que le marronnage, qui est un terme qui vient de l'espagnol, qui signifie vivant sur les cimes, qui apparaît dès la conquête de l'île d'Haïti. C'est un mot emprunté aux Arawaks, les indigènes d'Haïti, et qui désigne des animaux qui, de domestiques, retournent à l'état sauvage comme le cochon. À partir de 1540, le colon utilise ce terme pour désigner les esclaves fugitifs. À partir de 1540, le colon utilise ce terme marron ou marronnage ou marron, disons mieux, pour désigner les esclaves fugitifs. Ce terme sera initialement appliqué aux Indiens fugitifs. Je vous ai montré qu'il a commencé avec le cacique Henry et finira par désigner peu à peu le sauvage, celui qui retourne vers l'état de nature. Comme je vous ai dit, comme le cochon. Voilà pourquoi ils vont parler plus tard le cochon. Cela me permet de faire une parenthèse avec vous. Parce que pour voir la déformation, l'homme blanc,
l'homme blanc, je vous ai dit, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont à la tête, mais je vais faire une émission pour vous parler. Pourquoi l'homme blanc est comme tel? Pourquoi l'homme blanc est aussi méchant? Pourquoi l'homme blanc est incompréhensible, est anormal? Parce qu'il essaie toujours de déformer les choses. Rappelez-vous, je vous ai dit, ils ont déformé, par exemple, le mot Isla espagnol pour désigner Haïti. Ça veut dire que Colomb a trouvé que c'était comme était tellement belle, c'était comme une île espagnole. C'est pourquoi il a dit Isla espagnol. Ils ont déformé ça pour dire Hispaniola, qui n'a aucun rapport. HI, qui n'a aucun rapport. Hispaniola. Ils ont déformé le mot Haïti, qui s'écrit A-Y-T-I, en Haïti, H-A-I-T-I. C'est comme ils ont fait pour le nom de notre père Yahaba. Yahaba, Abba qui signifie père, dont ils ont traduit en abbé. Vous avez les abbés dans les églises, les curés, le prêtre. Il y a une même famille qui s'appelle abbé. L'abbé. Donc ça veut dire le mot abbé c'est Abba. Donc au lieu de dire Yahaba, ils changent Ya en Yé ou Ya et ils ont donné Yahweh, Jéhovah. C'est le mot Yahaba. Vous voyez, l'homme blanc a un problème. Et c'est dans ce contexte, ils ont maintenant, au lieu de dire des fugitifs, ils ont juste pris le mot sim, pour les gens qui habitent dans les cimes, ils les ont traités comme des sauvages. C'est juste pour les traiter comme des cochons, comme des sauvages. Et c'est la même chose qu'ils ont fait pour le mot cannibale. Le mot cannibale, lui, vous voyez comment l'homme blanc va créer le mot cannibale. Les Kalinago, c'est avec le mot Caraïbe. Les Kanilago, les Kalinago ou Caraïbes ou Caraïbes sont des populations amérindiennes originaires du nord du Venezuela ayant migré vers les îles des Caraïbes vers la fin du 9e siècle de notre ère. Le nom international de Caraïbes leur a été définitivement attribué avec l'arrivée des Européens dans les Caraïbes, dans les Amériques. De ce fait, ce peuple préfère l'appellation Kalinago au lieu de Caraïbes. Parce qu'il y a une péjorative derrière tout ça. Lorsqu'on dit Caraïbes. Ce mot Kalinago qui est plus proche de leur nom d'origine, tel qu'il a été enregistré par le prêtre missionnaire satanique François Breton et français et breton romain au début du XVIIe siècle. Les hommes s'appelaient eux-mêmes Kalinago et les femmes Kaliponam. À la suite du premier contact avec les Amérindiens, vous voyez comment ils vont créer le mot cannibale. À partir du premier contact avec les Amérindiens, Christophe Colomb note dans son journal de bord qu'on lui a rapporté l'existence, des hommes avec un seul œil, d'autres ayant des museaux de chiens, se nourrissant de chair humaine, sitôt qu'il capturait un ennemi, il le décapitait, buvait son sang et il lui coupait la honte, la partie génitale. Mais tout ceci n'était que le résultat de l'imagination des Européens. Vous voyez? Voilà pourquoi maintenant le mot cannibale a pour origine un terme arawak, ok, qui c'est Kaniba. On dit Kaniba est une déformation de l'homme blanc du mot Kariba, qui signifie Caraïbe. Au lieu de dire Caraïbe, il dit Kaniba. Par rapport à cette imagination des Européens, au lieu de dire Caraïbes, ils ont dit Kaniba, mot pour laquelle les Indiens Caraïbes des Antilles, des petites Antilles, s'auto-désignaient. Dans leur bouche et dans leur langue, le mot signifiait simplement hardi, homme courageux. Vous voyez, le mot Caraïbe ou Cariba signifie hardi, homme courageux. Mais l'homme blanc a fait de ce nom une péjorative pour dire c'est cannibale. En revanche, pour les Arawaks de Cuba, Grandes Antilles, victimes des incursions. Vous voyez? Et
victimes des incursions répétées et sanglantes de leurs ennemis caribes qui ne cessaient de remonter d'île en île, toujours plus au nord. Le terme de Cariba comporte une connotation extrêmement négative. C'est cette dernière qui prévaut dans le discours prétendument factuel de Colomb, infléchissant d'emblée l'image du Caribe ou Cariba, insensiblement transformé en redoutable et pittoresque cannibale. Ça, c'était une parenthèse. Mais revient au marronnage. Dès le départ, on a dit, des résistances se font jour. Le marronnage est la principale d'entre elles. C'était initié avec le cacique Henri. S'enfuyant des plantations et des ateliers de production agricole, les esclaves alors devenus marrons trouvent refuge loin des colons, dans les montagnes ou dans les forêts du centre de l'île. Dans ces lieux de rassemblement contestataires se développe alors une culture aux antipodes de ce qu'ils vivaient en tant qu'esclaves. Au fil du temps, les camps des marrons augmentent rapidement et une véritable organisation socio-économique radicalement différente est mise en place progressivement. La culture occupe toujours la place principale, mais cette fois, c'est une agriculture tournée vers les besoins alimentaires de la communauté. Les monocultures sont remplacées par des places à vivre, privilégiant la culture vivrière comme le manioc, patate, igname. En 1720, 1000 esclaves se réfugient dans les montagnes. En 1751, ils sont au moins 3000. Semant la terreur chez les colons, ces marrons font des raids la nuit pour détruire et piller les plantations. La plus grande de ces chefs, François Macandal, est un nègre de Guinée, esclave du district de Lembe au nord d'Haïti, région qui sera un foyer de la révolte à venir. Son objectif est de réunir tous les noirs et de chasser les blancs de la colonie. Son génie s'illustre par sa capacité à organiser les noirs. Et c'est là qu'on va voir. Et c'est là qu'on va voir et qu'on va par la suite parler de ce qu'on appelle la conférence plus tard, la conférence du bois chez l'imam. On dit que son génie s'illustre par sa capacité à organiser les noirs et cette technique de guérilla. Il prend par exemple des dispositions pour que, un certain jour, l'eau de chaque maison de la capitale soit empoisonnée. En même temps, une attaque contre les colons, alors affaiblis, est lancée. Trahi par un proche, c'était sûr que c'était un nègre de maison. Puis capturé, celui qui l'a trahi, je dirais, trahi par un proche, puis capturé et brûlé vif. Macandal a tout de même, vous voyez, brûlé vif. Et puis après, c'est nous qu'il traite de barbares, qu'il traite de criminels. Brûler quelqu'un vif. Macandal a tout de même réussi à semer les graines de la révolte pour la liberté et l'indépendance. La révolte viendra plusieurs décennies ou plus tard. L'esclavage est profondément ancré dans l'économie du XVIIIe siècle. L'esclavage est profondément ancré dans l'économie du XVIIIe siècle. L'économie de qui? De l'Europe. De l'Europe. Trois classes s'enrichissent largement. Les propriétaires des plantations de Saint-Domingue, la bourgeoisie française et la bourgeoisie anglaise.
Vous voyez, lorsque je vous ai dit c'était l'Europe, la bourgeoisie française, la bourgeoisie anglaise. Et les propriétaires des plantations à Saint-Domingue qui n'étaient autres que les colons. Ce que les Martiniquais ou les Guadeloupéens peuvent appeler les béquets. Les stupides béquets barbares. En 1754, l'île compte, et c'est eux qui sont chez nous là, et les descendants de Pétion, les descendants de Boyer et autres, jointes aux Syrio-Libanais. En 1754, l'île compte 599 plantations de sucre et 3379 plantations d'indigo. En 1756 et 1763, guerre de 7 ans entre la France et l'Angleterre qui se disputent l'Amérique du Nord et les îles des Caraïbes. Après la guerre, la colonie est remise sur les rails des échanges. Elle exporte 72 millions de livres de sucre brut. Écoutez, vous là, les Français là, les Anglais ou les Européens en général, quand vous voyez des choses arriver, maintenant vous demandez, mais ce sont des innocents. Ah, vous pensez que vous êtes des innocents? Non, non. Celui qui fait justice n'est pas injuste. Il est dit, nous qui sommes en Amérique, dans l'exil, l'esclavage, le peuple bantou, ce sont les fautes de nos parents qu'on est en train de payer. On n'est pas des innocents. Nos parents ont désobéi à la loi et la loi avait dit que celui qui désobéit à la loi va être puni jusqu'à la 4e ou même 5e génération. Maintenant vous dites là vous êtes des innocents. Après ce que vous avez fait en Haïti, après ce que vous avez fait dans les Antilles, après ce que vous avez fait en Amérique, vous dites que vous êtes des innocents. Quand quelque chose arrive en Europe maintenant, vous dites que ce sont des innocents qui sont en train de tuer. Non, vous n'êtes pas des innocents. Vos pères ont mis sur votre tête une épée de Damoclès. C'est vos ancêtres qui ont commis cette barbarie qu'est l'esclavage. Alors vous pensez que ça allait être ainsi, sans aucune justice soit rendue? Je vous le dis, nous ne prenons pas la violence, mais c'est vous qui avez amené la violence. Donc attendez-vous aux conséquences. Et le pire est à venir, et vous le savez, et c'est vous qui préparez le pire d'ailleurs. C'est pas nous. C'est vous qui préparez le pire, c'est pas nous. Le pire qu'on annonce, les guerres qui se font comme actuellement, le pire qui va arriver, c'est pas nous qui le préparons. Nous n'avons pas des armes nucléaires. Nous n'avons pas des armes chimiques, ni des armes bactériologiques. C'est vous qui les préparez dans vos laboratoires. C'est vous qui ont des arsenals militaires, nucléaires ou tout autre. C'est pas nous. Dis-moi un seul pays noir qui a une tête d'arme nucléaire. Dis-le-moi. Dites-le-moi. Alors attendez. Attendez. Vous allez vous détruire vous-même. Mais le peuple élu sera épargné. Donc vous n'êtes pas des innocents. Si vous voulez vous échapper, commencez par prier à demander pardon pour vos pères et pour vos péchés. Et celui qui le fait de tout cœur, je vous l'assure, même si vous êtes des blancs, même si vous êtes des édomites, si vous le faites de tout cœur, vous seriez pardonné. Mais sinon, attendez-vous au pire. Vous attendez? Venant de Saint-Domingue, 72 millions de livres de sucre, c'est pour créer l'Europe que vous avez maintenant. 50 millions de livres de sucre raffiné. 50 millions de sucre, 72 millions de livres de sucre brut, 51 millions de sucre raffiné. 1 million de livres d'indigo et 2 millions de livres de coton. Sans parler de l'or, de l'argent, d'autres matières précieuses que jusqu'à présent l'ONU est en train de ratiboiser chez nous.
la fin du XVIIIe siècle est marquée par deux événements qui vont déclencher un bouleversement dans l'appel des Caraïbes, à savoir l'île d'Haïti. Aux États-Unis, le premier événement, c'était aux États-Unis, les colons blancs du Massachusetts se révoltent contre l'Angleterre en 1775, ce qui aboutira à la déclaration de l'indépendance du 4 janvier, de l'indépendance du 4 juillet 1772. Il faut noter quelque chose ici. Quand on dit que les États-Unis a abouti à la déclaration de l'indépendance en 1772, il ne faut pas confondre l'indépendance des États-Unis avec l'abolition de l'esclavage. L'indépendance était par rapport à la domination anglaise. Les colons qui étaient aux États-Unis voulaient être indépendants, voulaient avoir droit à la vie politique, voulaient avoir leur partition à jouer dans le calcul des impôts. Ils ne voulaient pas payer les impôts à l'Angleterre. Voilà pourquoi ils cherchaient une indépendance. Mais ce n'était pas dans la logique de finir avec l'esclavage. Parce que même après l'indépendance d'Haïti, même après leur soi-disant indépendance, c'est 100 ans après qu'ils ont aboli l'esclavage. Il ne faut pas avoir cette confusion. Parce que les États-Unis sont dominés toujours par ces mêmes colons. C'est pourquoi c'est avec Abraham Lincoln, la guerre de sécession en 1865. Vous voyez, près de 100 ans plus tard. Mais à travers cette guerre, il faut rappeler que cette indépendance qu'ils ont eue, c'est avec l'aide des chasseurs volontaires de Saint-Domingue sous la conduite de l'amiral le comte Charles-Henri d'Estaing, qui était gouverneur de l'île de Saint-Domingue d'Haïti en 1764. Ces ingrats, ces voleurs là-bas, les États-Unis, nous avons envoyé plus de 1500 de combattants pour aller les libérer. Notamment, on avait Rigaud, bien d'autres, et notamment notre roi du Nord, Henri Christophe, qui avait 15 ans à l'époque. Bref, on ne va pas s'arrêter sur ça. Le 6 février 1778, la France et les États-Unis signent un traité d'alliance. Le 12 avril 1779, la France et l'Espagne signent le traité de Aranjuez contre l'Angleterre. La guerre d'indépendance des États-Unis dure jusqu'en 1783. De l'autre côté de l'océan, la Révolution française est en route dès 1789. Mais toujours vous dire que cette révolution n'a rien à voir avec la libération ou l'abolition de l'esclavage. C'était ceux qui cherchaient des droits économiques et des droits politiques. Et c'est pour ça, et c'est ça que nous allons voir. Lorsqu'ils ont lancé tout ça, ils nous ouvrent la voie pour aboutir à notre indépendance, à l'abolition de l'esclavage. Les Caraïbes représentent un tremplin vers l'Amérique, du Nord comme du Sud. L'enjeu est de taille. Comme souvent dans l'histoire d'Haïti, les influences extérieures sont primordiales pour comprendre comment la révolution s'est déclenchée. En l'occurrence, c'est vers la Révolution française qu'il faut se tourner. Voilà pourquoi nous allons voir maintenant de la révolte des esclaves à l'abolition de l'esclavage de 1791 à 1793 ou 94 officiellement. Sur les plantations, les colons font la loi, mais ils obéissent au système mis en place, tout comme les colons des États-Unis. Et c'est pourquoi les États-Unis ont pris leur indépendance par rapport à l'Angleterre. C'était la même chose à Saint-Domingue. Sur les plantations, les colons français font la loi, mais ils obéissent
au système mis en place, l'administration coloniale française. Ce système, le système protecteur. Les colonies sont fondées pour et par la métropole. Et alors que la bourgeoisie française entame son ascension vers le pouvoir sous la bannière des droits de l'homme, celle de Saint-Domingue, les propriétaires blancs, ça veut dire la bourgeoisie de Saint-Domingue, les propriétaires blancs, entend bien en profiter pour accroître sa richesse. Liée à la bourgeoisie maritime française, qui a accumulé sa fortune grâce à la traite négrière vers les colonies. Je reprends ça pour vous. Liée à la bourgeoisie maritime française, qui a accumulé sa fortune grâce à la traite négrière vers les colonies. La bourgeoisie de Saint-Domingue déteste les mulâtres. Vous voyez, c'était de l'intérêt de chaque classe. Mais doit composer avec ces mulâtres. La bourgeoisie de Saint-Domingue qui a détesté les mulâtres doit composer avec ces mulâtres, ces derniers. Fort d'environ 30 000 hommes, la population composée des mulâtres et des anciens libres qu'on appelle affranchis est presque aussi nombreuse que les blancs. Bien que libres, ils ne disposent pas des mêmes droits que les blancs. Une très forte discrimination est mise en place de sorte que les classes sociales soient basées sur des critères raciaux. Les colons blancs sont les premiers à se soulever contre la métropole, aussi connu le déclenchement de la Révolution en France. Le 27 juillet 1790, les colons font voter une constitution par l'Assemblée coloniale de Saint-Marc en Haïti, qui place celle-ci sur un pied d'égalité par rapport à l'Assemblée nationale française. Cela reste une décision unilatérale des colons qui comptent bien imposer leur intérêt économique et esquiver ainsi toute velléité de modifier le système basé sur l'esclavage. Je reprends cela. Cela reste une décision unilatérale des colons qui comptent bien imposer leur intérêt économique et esquiver ainsi toute velléité de modifier le système basé sur l'esclavage. Cela débouche sur une période instable de lutte interne entre blancs, affranchis, mulâtres, couplée avec les intérêts européens en collision, à savoir les Français, les Anglais et les Espagnols. Voilà pourquoi, juste pour terminer ce numéro, nous allons juste voir la suite avec la conférence des esclaves chez l'imam Fatima. La conférence des esclaves chez l'imam Cécile Fatima, que Cécile Fatima, que les colons appellent, je vous le dis, ils déforment toujours ces gens-là. Ils ont la maladie de la déformation. Ils ont la maladie de la déformation. Je ne sais pas si c'est à cause de leur manque. C'est pourquoi je vous ai dit que je vais faire ce numéro. C'est à cause de leur absence de mélanine. Et on va voir ça plus loin. Et c'est ce qu'il appelle cérémonie Bois-Caïman. Mais pourtant c'était la conférence des esclaves chez l'imam Cécile Fatima. Tout le monde sait, tout le monde dans le concept musulman sait ce qu'est un imam. Mais voilà pourquoi il prend le thème Bois-Caïman. Caïman. Caïman, c'est un mot composé de Caï, qui c'est en créole maison. La maison de l'imam. On dit en créole Caï imam nan.
Kaïmam, c'est pourquoi ils disent Kaïman. Vous voyez, ils ont la maladie de déformation. Et ils parlent de cérémonie au lieu de conférence. Donc c'est pour mettre dans l'esprit que nous avons sacrifié un cochon. N'oubliez pas, je vous ai parlé tantôt. Avec le marronnage, ils nous traitent de cochons. Et c'est là on va rejoindre l'idée que c'était pas un animal cochon qui était sacrifié, c'était un certain Vixamar de 17 ans qui s'est donné lui-même en sacrifice. Oui, il y avait ce sacrifice d'après les historiens bien avisés. Il y avait ce sacrifice, mais c'était Vixamar, Jean-Baptiste Vixamar, qui s'est donné pour cette cause. Mais le fait que c'était un marron, et pour l'homme blanc, le marron, c'est un cochon sauvage, voilà pourquoi il parle de cérémonie avec le sang du cochon. Parce qu'en aucun cas, on dit que Boukman était un imam. Cécile Fatima était un imam. Et vous savez, tous les musulmans n'ont pas rapport avec le cochon. D'autant plus que Haïti, c'est Israël. C'est les Africains qui sont musulmans. Ils n'ont pas rapport avec le cochon. Et on dit que c'est le peuple bantou Israël qui a été déporté. Et Haïti, d'autant plus, ils n'ont pas rapport avec le cochon. Donc, il n'y a aucun lieu de parler du cochon. Ça ne cadre pas les blancs. Un imam ne peut pas sacrifier un cochon. Le cochon, c'était un certain Jean-Baptiste Vixamar. Que selon le langage, le concept occidental, le marronnage, c'est pour les cochons sauvages. Donc, ils nous ont considérés comme des cochons sauvages. Donc ce dernier a été considéré comme un cochon. Voilà pourquoi il parle du sang du cochon. Bref. J'espère que la lumière arrive à ce stade. Cette question de cérémonie bois caïman, en bon créole, ça veut dire cérémonie la caille imam. Si l'on peut traduire ça en français, ça veut dire la conférence dans les bois ou sous les arbres de chez l'imam. Ok? La conférence chez l'imam, Cécile Fatima. Bref. En face, nous avons vu que, maintenant, plus haut que, avec les colons et les affranchis mulattes qui se battaient, et également jointe avec les intérêts des pays européens comme la France, l'Angleterre et l'Espagne qui se battaient, on dit en face maintenant dès juillet 1791, la population soumise, à savoir nous les Noirs, se prépare à entrer en jeu. Et c'est là ça va chauffer. Il ne faut pas avoir affaire avec les Noirs. Nous sommes la puissance d'ailleurs. Et pas n'importe quel Noir Israël. Hein? Dans le nord et notamment au Cap, les esclaves sont prêts. Boukman, un nègre qui était papa loi, ça veut dire Boukman était un vaudouisant. Également, il était musulman mais il était vaudouisant. On dit papa loi signifie grand prêtre. Boukman devient le chef de 12 000 noirs. Il espère exterminer tous les blancs et reprendre la colonie. Bien que n'ayant pas abouti, son plan marque le début du soulèvement des esclaves. Son plan marque le début du soulèvement des esclaves. Au début d'août 1791, les esclaves de Limbé, encore dans le nord d'Haïti, se soulèvent à leur tour contre leurs propriétaires. Le 22 août 1791, les esclaves de la plaine du Nord se soulèvent en masse à leur tour. Les esclaves de la plaine de la plantation Galifette lancent l'attaque dans la nuit. Les Blancs sont massacrés et les propriétés incendiées.
En quelques jours, la moitié des plaines du nord sont ravagées. Les esclaves forcés jusque-là de travailler sur ces plantations pensent que tout doit être brûlé. Leurs maîtres qui les exploitaient sans limite et les humilient sans relâche doivent être massacrés. Environ 220 000 plantations furent détruites. La grande révolte des esclaves commence. En revanche, la révolution se radicalise et la situation tourne alors à l'avantage des mulattes. Le 24 mars 1792, l'Assemblée législative accorde par décret les pleins droits politiques aux hommes de couleur à Saint-Domingue. Parce que comme je vous le dis, les propriétaires blancs colons dans l'île cherchaient le droit politique, l'indépendance par rapport à la métropole. Leur métropole là, c'est pas notre métropole. Les affranchis de leur côté cherchent la liberté économique pour avoir le même droit que les colons qui étaient à Saint-Domingue. Et nous n'avons rien d'autre à défendre que notre liberté. C'est pourquoi nous allons dire liberté ou la mort. Le roi transforme ce décret en loi. Le décret du 24 mars 1791 qui, avec l'Assemblée législative, accorde par décret les pleins droits politiques aux hommes libres qu'on appelle les mulattes, les affranchis. Le roi transforme ce décret. C'était le roi Louis XIV. Vous allez voir comment ce dernier va périr, lui, ce barbare. Le roi transforme ce décret en loi le 4 avril 1792. Cette disposition ne concerne que les mulâtres et non les noirs. Non, ça veut dire nous on est des animaux, il faut rester des animaux. Et vous allez voir plus loin. Voyez qui va payer. L'esclavage n'est pas aboli. Mi-juillet, une expédition composée de 600 hommes, de 6000 hommes, 4000 gardes nationaux, révolutionnaires civils et 2000 soldats de ligne, soldats du roi, part rétablir l'ordre à Saint-Domingue, afin d'en finir avec la querelle des propriétaires d'esclaves et de mater la révolution noire, la révolte noire. C'est ce que vous pensez? 3 commissaires, dont Santonax, sont nommés. Ils débarquent le 18 septembre sans être au courant des événements du 10 août 1792. À cette date, un tournant s'est produit en France. Les Parisiens envahissent la Tuilerie, l'Assemblée législative est dissoute et un nouveau parlement est convoqué. Une convention nationale pour une nouvelle république. Louis XIV, cet abominable éditeur du Code noir, ce barbare, est exécuté, guillotiné, le 21 janvier 1792. On ne touche pas au peuple du Très-Haut. Au Cap, vous avez vu, et ils sont tous morts. Moi, je pensais que ils étaient éternels. Non, non. Au Cap, la situation se complique suite à la nouvelle de l'exécution du roi de France. Le gouverneur royaliste Galbo s'associe avec les propriétaires blancs pour renverser le commissaire Santonax, jugé trop proche des mulâtres. En plus des propriétaires blancs, les marins prennent son parti, le parti de Galbo. Santonax choisit maintenant d'armer les esclaves et les prisonniers pour reprendre le Cap, et c'est ainsi que 10 000 noirs armés déferlent sur la ville. Bravo Santonax. Pour une fois, on trouve un barbare qui s'est démarqué du lot. Il est intelligent lui, il se met du bon côté.
Il est intelligent. Bravo, mon vieux. Le 21 juin 1793, la ville du Cap est incendiée. Environ 10 000 propriétaires blancs quittent Saint-Domingue. L'heure de leur défaite a sonné. Et le 29 août 1793, Santonax abolit unilatéralement l'esclavage à Saint-Domingue. La Convention nationale avalisera et diffusera la décision d'abolir l'esclavage le 3 février 1794. Dominique François Toussaint, que les Blancs appellent l'ouverture, passe alors du côté du camp français. Nous allons voir ça plus loin dans notre prochain numéro, où nous allons parler maintenant de la révolution haïtienne et les guerres de l'indépendance. La révolution haïtienne et les guerres de l'indépendance. Et de ce fait, je vous dis, nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple. Car un peuple sans histoire est un peuple sans âme. Et plus loin, nous vous avons dit, et je crois vous l'avoir déjà informé, que juste avant, dans les prochains numéros, ça va être vraiment explosif. Parce que ça va après cette indépendance dont nous parlons, et la guerre de l'indépendance et de la révolte, c'est là que nous allons voir plus loin la suite de tous ces événements. Mais rappelez-vous, comme il est dit, il est nécessaire et même urgent que nous les Noirs, que nos cadres et nos travailleurs de la plume apprennent qu'il n'y a pas d'écriture innocente. En ces temps de tempête, de calamité, nous ne pouvons laisser à nos seuls ennemis d'hier et d'aujourd'hui la monopole de la pensée, de l'imagination et de la créativité jusqu'à écrire nos histoires à nous. Il nous revient maintenant ce devoir, cette responsabilité, et c'est ce que nous sommes en train de faire à travers cette page, pour que notre peuple soit libre, car il n'y a pas de liberté sans la connaissance. Et la Bible que vous lisez là, je vous dis, a dit, mon peuple détruit faute de connaissance. Et notre Christ nous a incité à chercher la vérité. Et c'est cette vérité qui nous rendra libres. La vérité, c'est pas seulement de savoir qu'il y a un Père, il y a un Créateur. La vérité, c'est de connaître d'abord qui nous sommes. C'est quoi notre passé, pour comprendre notre présent et aller vers notre futur. Je vous aime tous. Haïti Lévis, bonjour, bonsoir. Mes chers Amériques, mes Antilles, bonjour et bonsoir. Et à bientôt pour le tout nouveau numéro. Je vous salue en Isaïa, notre Christ. Notre Christ. Bonjour et bonsoir. Celui dont vous appelez le Jésus là, gardez ça pour vous. Et c'est notre Isaïa. Bonjour et bonsoir et à très bientôt.